L'Afrique doit se libérer et tracer sa propre voie de développement. C'est ce qui ressort du premier panel de la première conférence Russie-Afrique. Cette rencontre s'est ouverte hier. Le panel co-animé par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a porté sur Russie-Afrique, la lutte pour la vérité. Le point avec nos envoyés spéciaux dès le début de ce journal. À l'école de la citoyenneté, deuxième cohorte, les participants ont visité le mémorial Modibo Keïta et le musée des armées. Cette visite a permis d'acquérir des connaissances et de s'épanouir tout en contribuant à la promotion des valeurs de la République. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Pour ouvrir ce journal, Direction Russie associe la première conférence Russie-Afrique s'est ouverte hier. Le thème retenu est Russie-Afrique, la lutte pour la vérité. Un thème du panel co-animé par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Les échanges ont suscité beaucoup d'intérêt et d'interrogations sur la domination de l'Afrique par un système néocolonialiste. Et des échanges, il ressort que l'Afrique doit se libérer et tracer sa propre voie de développement. Des débats suivis par nos envoyés spéciaux, Sidiki Dambélé, Abdel-Salam Bambara. C'est un panel à la fois évocateur et interpellateur. Russie-Afrique, le combat pour la vérité. Thématique développée par 7 panélistes, dont les ministres des Affaires étrangères et de la coopération internationale. À l'unanimité, tous se reconnaissent que l'heure de la vérité a sonné pour l'Afrique. La vérité sur le néocolonialisme et toutes les injustices infligées au continent africain. Il est temps de mettre le holà. En tout ce qui concerne l'Afrique, ce n'est pas un droit déclaré. L'Afrique a lutté, elle a fait des sacrifices pour arriver à ce droit. L'Union soviétique aussi. Nous nous prononçons toujours pour maintenir la concurrence, la compétition saine. C'est ça la différence de la Russie et des ex-métropoles occidentaux qui essaient d'imposer leurs lois en s'appuyant sur les outils du néocolonialisme. Ils essaient de maintenir leur domination et continuer de traiter l'Afrique comme ça a été fait avant. Quand je dis néocolonialisme, qu'est-ce que j'entends? Les manifestations les plus diverses, idéologiques, politiques et économiques, la manipulation de la conscience des peuples, la provocation des coups d'État et des conflits, imposer des approches destructives, les sabotages informatiques, la pression financière et économique. Et sur les cas spécifiques du Mali et globalement du Sahel, aujourd'hui, la vérité saute à l'œil. Aujourd'hui, le terrorisme, il ne faut pas se voiler la face. On a essayé de nous faire croire que le terrorisme, ça vient des extrémismes musulmans ou d'autres extrémistes. Nous, dans le Sahel, notamment au Mali, le terrorisme, il est fabriqué. Il est soutenu, souvent par des puissances coloniales. Parce que le terrorisme, il ne faut pas l'oublier, c'est un instrument politique de déstabilisation, souvent de changement de régime. Et aujourd'hui, les médias, un des médias français récemment, est devenu une officine pour les terroristes, qui donnent la parole aux groupes terroristes, qui montrent leur alliance claire aux groupes terroristes, et l'objectif qui est recherché, c'est la subjugation et la domination de nos pays. Ça, ils sont partis pour rester. Dans beaucoup de nos pays, on a le franc CFA, la monnaie. Mais c'est une monnaie néocoloniale. Même le nom, c'était à l'époque le franc des colonies françaises d'Afrique. Et maintenant, c'est devenu le franc de la communauté financière africaine. Mais c'est parti pour mieux rester. Et aujourd'hui, nos pays sont contrôlés à cause de cela. Alors, face à cette iniquité sans fin, que faut-il faire? La solution, au dire des panélistes, passe par la dénonciation et la création de nouvelles alliances. D'abord par une prise de conscience et une volonté politique. Ceux qui osent dénoncer et remettre en cause le système et faire éclater la vérité, qu'ils soient des activistes, des politiques, des militaires, doivent être protégés, promus ou portés à la tête de nos États. Ensuite, il faut établir une cartographie précise et détaillée de toutes les manœuvres, de toutes les connivences, de tous les pièges du système actuel et définir des réponses à chacun d'entre eux.
avec la Confédération des États du Sahel, nous avons mis en place un nouveau modèle. C'est d'abord une confédération, ce n'est pas une organisation en tant que telle, qui travaille, 1, pour la sécurité, 2, pour l'action diplomatique concertée, et 3, le développement. Le projet créer un espace homogène entre nos populations où nous pouvons travailler à assurer notre autonomie sécuritaire, mais même notre autonomie en matière de développement, et aussi faire en sorte que désormais, nous n'allons pas prendre nos instructions à Paris, à Washington ou ailleurs. Nous voulons des partenariats respectueux, des partenariats sincères, des partenariats gagnant-gagnant, mais nous ne sommes plus dans des dynamiques d'être sous le contrôle des gens. Et certains disent même que, mais pourquoi vous allez vers la Russie, quitter un maître pour aller vers un autre maître? Nous avons dit, mais vous avez tout faux. C'est pourquoi j'ai commencé par là pour dire que non, la Russie n'est pas une ancienne puissance coloniale, elle n'est pas une puissance coloniale. Mais ça demande même une décolonisation mentale chez chacun de nous, de comprendre que ces politiques impérialistes et coloniales doivent cesser, mais elles sont là. Et elles veulent s'imposer ces puissances, y compris par la force, y compris par le terrorisme si c'est nécessaire. En tout cas, Russes et Africains sont décidés à mener et gagner ensemble le combat de la vérité à travers la création d'un monde multipolaire. Voilà d'ailleurs tout l'intérêt de cette première conférence ministérielle Russie-Afrique. Retour au Mali, les activités de la deuxième cohorte de l'initiative à l'école de la citoyenneté se poursuivent. Les participants ont visité le mémorial Modibo Keïta et le musée des armées. Elle a permis aux jeunes d'acquérir des connaissances et aussi promouvoir les valeurs de la République. À l'école de la citoyenneté se tient sur 15 jours et regroupe au palais des pionniers de Bamako 200 jeunes dont 111 garçons et 89 filles. Reportage signé Al-Mouzer Al-Kamissa Yatara. C'est une journée particulière pour les élèves de la deuxième cohorte de l'école de la citoyenneté. Ces élèves effectuent leur première visite au mémorial Modibo Keïta et au musée des armées. Ces jeunes sont venus pour se ressourcer et surtout pour approfondir leurs connaissances sur l'histoire du Mali. J'ai eu plusieurs connaissances à propos du président. Il était d'abord tout le majeur de sa promotion. Il était tout le temps le premier. L'éducation à la citoyenneté est un thème fédérateur d'un programme initié sur instruction du président de la transition. Le programme vise essentiellement à cultiver l'essence du patriotisme chez la jeunesse. À l'école de la citoyenneté, c'est la formation d'un bon citoyen. C'est les jeunes qui sont visés en réalité, parce que c'est les jeunes qui seront le futur de ce pays. Le musée des armées était la deuxième étape de cette visite. Je suis très contente de venir connaître l'histoire des armes de notre pays, surtout en ce moment de transition et de guerre. Je suis vraiment ravie de connaître, de savoir aujourd'hui que nos anciens ont vraiment bossé pour l'avenir de ce monde et de ce monde, surtout de ce pays aussi. La partie française avait dit que les combattants viennent pour mourir au Mali en défendant la souveraineté des Maliens. Non, nous l'avons fait. Nous l'avons fait avant eux. L'illustration parfaite est là. Nos dévanciers ont été versés leur sang à coups de milliers d'hommes pour leur liberté. Et mieux, après avoir eu cette liberté, ils ont fait 2 copies de ces monuments, une copie en France et l'autre implantée à Bamako pour la reconnaissance de la mémoire combattante de nos dévanciers. Ces différents enseignements sont utiles pour la jeunesse malienne afin qu'elle puisse jouer sa partition et rehausser l'image du Mali. Restons avec Al-Mouzer Al-Kamissa Yatara qui nous parle du réseau de droit à la protection sociale au Mali. Ce réseau a organisé une journée de réflexion adaptative. Elle vise à faire face aux impacts négatifs du changement climatique tout en réduisant les dangers et les calamités agricoles. Cette journée de réflexion offre un cadre pour discuter des stratégies et des politiques visant à renforcer la résilience des populations vulnérables face aux défis du changement climatique. Ainsi, les acteurs vont partager leur vécu et expériences sur la protection sociale adaptée afin de répondre efficacement aux chocs dus, par exemple, aux inondations. Et les inondations, c'est quoi? Ce sont les effets néfastes du changement climatique. Il y a urgence à la matière. Malheureusement, nous sommes en train de détruire notre environnement. Et ça fait partie des effets du changement climatique.
Donc comment faire en sorte pour revenir à de meilleures pratiques? Donc l'objet de cet atelier, c'est un échange d'expériences. Qui a fait quoi? Est-ce que c'est bon? Les bonnes pratiques, on les capitalise, on les partage ensemble. Il est important maintenant de se focaliser sur ce qu'on appelle les mesures d'adaptation, notamment pour le monde du secteur agricole, pour faire face à cette situation. Donc c'est une réponse concrète. Et en tant que mouvement social, nous voudrons être aux côtés de l'État pour apporter une contribution, parce que ce phénomène-là ne peut pas être réglé par un seul acteur. Et pourquoi adopter la protection sociale adaptative? Les raisons sont entre autres le renforcement de la résilience, la réduction de la pauvreté, la préparation aux crises futures et aussi le partenariat et la coopération. La mise en place d'un système de protection sociale adaptative nécessite une collaboration étroite entre les gouvernements, les autorités internationales et la société civile. En adoptant la protection sociale, les communautés seront mieux préparées sur les bonnes pratiques par rapport à la protection de l'environnement. À présent, écho d'une région à Gao, le nouveau préfet de Bamba a pris fonction, il a pris contact avec la population, il a rencontré la légitimité traditionnelle de la commune rurale de Téméra. On en sait plus avec Alou Idrissa Maïga. En rencontrant les légitimités traditionnelles de la commune rurale de Téméra, le nouveau préfet du cercle de Bamba dans la région de Gao, capitaine Mansa Doumbia, veut échanger avec elle pour mieux connaître les défis à relever dans le cercle. Notre rencontre de ce matin s'inscrit dans la forte tradition. La présentation du nouveau préfet du cercle de Bamba et un échange approfondi avec les légitimités traditionnelles. En franc-parler, sans tabou. Conditions sine qua non pour la réussite de notre mission et celle du cercle de Bamba. Les réponses à apporter aux besoins prioritaires des populations étaient au cœur des échanges entre le préfet et les chefs coutumiers de la commune rurale de Téméra. Mon objectif est aussi de renforcer la cohésion mutuelle de la solidarité, l'entraide et le bon voisinage. J'insiste bien volontiers sur les vertus du dialogue et de la concertation que nous souhaitons toujours. C'est dans cet esprit que depuis ma nomination comme préfet du cercle de Bamba, j'ai reçu plusieurs personnes venant des deux communes. En tant que relais de l'administration auprès des communautés, vous êtes engagés à être le garant de la cohésion sociale, de la stabilité et du vivre ensemble. Au cours des échanges avec les leaders communautaires de Téméra, le nouveau préfet de Bamba s'est engagé à collaborer avec l'ensemble des communautés du cercle pour améliorer leurs conditions de vie conformément à la volonté des plus hautes autorités du Mali. Bonne chance et bonne mission, préfet de Bamba, capitaine Massa Doumbouya. En troisième raison, la prise des dispositions pour le démarrage effectif des sous-projets courant le premier trimestre 2025 et l'encouragement du programme PIDAC à préserver dans la sélection des individuels sont autant de recommandations qui ont sanctionné la formation de 4 jours. La session est organisée par le 10 programme à Sikasso, compte-rendu signé Moustapha Doumbia, Daouda Kounati. Ils sont représentants des services techniques, élus et membres des organisations de la société civile à prendre part à cette session de 4 jours. Une formation organisée par le PIDAC-BN Mali, programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger. La session a porté sur 4 modules en lien avec les changements climatiques, la gestion des ressources naturelles et la prise en compte du genre dans la préparation des projets et programmes. Moi, je suis très satisfait de l'organisation de l'atelier de Sikasso, surtout de la qualité des participants. Le financement individuel des sous-projets et avec l'expression des différents maires de Cléla et de Dambela nous a vraiment récompensé à plus d'un titre. Nous estimons que cette formation est vraiment très bénéfique pour la région de Sikasso. Nous pensons que réellement si nous faisons la restitution, ça va servir d'un apport très capital pour le développement endogène et exogène
de la région de Sikasso. La rencontre est sanctionnée par 6 recommandations, parmi lesquelles la prise de dispositions pour le démarrage effectif des sous-projets courant le premier trimestre 2025, la mise à disposition des producteurs des variétés de blé adaptées à la zone de Sikasso et l'encouragement du programme à persévérer dans la sélection des sous-projets individuels qui sont source de motivation. Et remercier le PIDAC pour cette initiative dans notre région, pour la tenue de cet atelier dans la région de Sikasso. Et j'ose croire que les recommandations issues de cette formation seront prises en compte dans la mise en œuvre des projets dans la région de Sikasso. A noter que le PIDAC BN Mali intervient dans 42 villages de la région de Sikasso, répartis entre les communes de Klela, Dambela et Kinya. À Koulikoro, le mouvement des artistes pour des actions citoyennes contribue à la promotion de la solidarité et l'entraide dans la société. Il a remis des distinctions mardi dernier à des personnes qui se sont illustrées par leurs actions citoyennes dans la capitale du Méguétan. Les détails, c'est avec Ousmane Kouita. Comme le dit l'adage, le bienfait n'est jamais perdu. C'est ce qui justifie cette cérémonie modeste mais pleine de signification. Il s'agit de la remise des distinctions à des personnes qui se sont distinguées par leur action citoyenne. Initiée par le mouvement des artistes pour les actions citoyennes MAC, cette action de reconnaissance des efforts des hommes et des femmes vise à cultiver le don de soi et l'altruisme. Nous avons voulu récompenser les efforts de ces hommes et femmes pour leur engagement en faveur des actions citoyennes. Nous pensons qu'il vaut mieux récompenser quelqu'un de son vivant qu'à titre posthume. 3 personnalités ont eu leur distinction de reconnaissance. Il s'agit de Koudeja Doumbia, non moins présidente des associations Femmes Faro. Elle œuvre dans l'humanitaire. La deuxième personnalité récompensée est Mokhtar Ould Oumera, le directeur de l'Académie d'enseignement de Koulikoro. La troisième personnalité, c'est Mram Oumera. Les récipiendaires n'ont pas manqué de saluer l'initiative. Je fais ça pour mon pays, pas pour d'autres choses. Je remercie Raphaël Flatter avec leur équipe, tout ce qu'ils ont fait pour moi. Les mots me manquent pour vous remercier. Trophée, certes, mais ce trophée est dédié à l'ensemble du personnel de l'Académie. Je les salue très sincèrement. Cette cérémonie était aussi l'occasion pour l'administration de l'Académie d'enseignement de Koulikoro de reconnaître à son tour les bienfaits des 3 agents de son service. Restons à Koulikoro pour la mise en œuvre des objectifs de la politique nationale de la décentralisation. Le gouvernement a initié la première session ordinaire du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement CROCSAD au titre de l'année 2024. Adama Traoré pour plus de détails. En initiant cette première session ordinaire du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement CROCSAD de l'année 2024, le gouvernorat de la 10e région entend donner un coup d'accélérateur au développement régional, un processus qui passe nécessairement par un cadre d'échange et de dialogue entre les différents acteurs de la chaîne de développement au niveau local. Le comité régional de coordination et de suivi des actions de développement a pour mission de promouvoir la synergie des actions de développement entre les différents intervenants dans la région ou les districts de Bamako. Il s'agit en somme d'un outil de communication entre les acteurs des mêmes niveaux de collectivités territoriales et entre les acteurs de niveaux de collectivités territoriales différents. Au cours de cette rencontre, les participants vont apporter leur contribution en vue d'améliorer les conditions de vie des populations concernées. Quand on est bien informé, en retour, on peut bien informer ses administrés et aussi saisir des opportunités qui ressortent de l'information. Donc, elle est là très très bienvenue. En tant que membre du comité du CROCSAD, on est tous interpellés en ce qui concerne la problématique du développement. Cette session ordinaire est une occasion qui devait permettre d'aborder plusieurs thématiques, des thématiques relatives aux questions sécuritaires en passant par les présentations des dossiers soumis à l'ANICT sur FINACT et la gestion des risques et catastrophes dans la région.
Anara, pour la clôture des activités de la 29e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion des personnes vulnérables ont reçu des dons. Ces dons sont composés de vivres et de kits scolaires. Reportage signé Idrissa Keïta. Des kits scolaires pour les élèves des parents démunis, la médarsa communautaire Salah franco-arabe, les pionniers et des kits d'hygiène pour les pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction de Nara. C'est la composition du don de l'ancienne députée à l'Assemblée nationale, Oumou Soumaré, non moins marraine de la 2e semaine du mois de la solidarité à Nara. Aussi, des parrains des différentes semaines et d'autres associations se sont manifestés à hauteur de souhait tout au long de ces mois. Au fil des années, la distribution des kits scolaires est devenue une tradition pendant les mois de la solidarité qui coïncident avec la rentrée des classes. C'est un élan de solidarité qui n'a d'autre sens que de montrer à ces jeunes qu'ils ne sont pas oubliés. Cette remise des kits scolaires vient à point nommé, car elle vise à atténuer les dépenses des familles vulnérables. Les activités menées ont touché directement les cibles ci-dessus citées. 6 personnes âgées, dont 3 femmes, 200 élèves des parents démunis, dont 101 filles, 35 femmes des associations féminines, 100 chefs de ménage vivant avec un handicap, ayant en charge 967 personnes. On note également une importante quantité de vivres offertes gracieusement à des personnes vulnérables. C'est à l'actif du ministère de la Santé et du Développement social. La clôture des activités du mois de la solidarité ne signifie nullement la fin des actions de solidarité à l'endroit des couches vulnérables. Je vous invite donc à maintenir tout au long de l'année 2024 cet élan de solidarité au bénéfice des populations démunies de la région de Nara. Ces donations s'inscrivent dans le cadre de la clôture du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion à Nara, 29e édition. Fin à Sélingué pour la formation des jeunes cinéastes maliens, burkinabés, ivoiriens et ceux de la diaspora. Les participants ont suivi des modules qui leur permettent de réaliser un film de court métrage en 24, 48 ou encore 72 heures. Cette 3e édition est une initiative des cabarets et internationales de Kino Bamako. La formation a eu lieu du 27 octobre au 7 novembre dernier. Kassim Diallo, Tchadja Kamara. Ce film est réalisé en 48 heures et les organisateurs du cabaret international Kino Bamako 2024 ont des objectifs précis à atteindre. Il s'agit de donner l'opportunité aux jeunes cinéastes et réalisateurs de films maliens, burkinabés, ivoiriens et ceux de la diaspora de s'affirmer pleinement dans la cinématographie. Les 27 participants de cette 3e édition de Kino Bamako ont reçu des formations sur des modules leur permettant de réaliser des films en un temps record. Les activités menées au cours de cette édition sont les défis de 24 heures, c'est-à-dire moins de 24 heures. Les participants kinoïdes doivent penser, imaginer et réaliser des films, ensuite projeter en un laps de temps. Et donc on a relevé le défi de 24 heures à Sélingué. Ensuite on a organisé des sessions de 72 heures qui consistaient à faire des films moins de 3 jours. Donc ces films ont été projetés ce soir lors de la clôture, quelques films. Et au total de cette activité d'une semaine, nous avons produit plus de 14 courts-métrages de fiction, de documentaires et de films d'art. Cette initiative consiste à booster la compétence des artistes et l'encadrement afin de produire des courts-métrages en 24 heures, 48 heures ou 72 heures. Nous savons qu'il y a des jeunes qui sont engagés, qui sont dévoués et qui ont les compétences pour amener le cinéma malien sur le toit du monde. Il suffit seulement qu'ils prennent conscience et que les autorités accompagnent ces jeunes pour qu'ils puissent aller là où les aînés n'ont pas pu arriver. Le réseau Kino Bamako se veut un laboratoire d'expérimentation et de lancement pour tous les acteurs passionnés et professionnels de cinéma. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été de nôtres à 20h. Nyanya Alou Traoré Sala, Inch'Allah, pour la grande édition du soir. D'ici là, passez d'excellents moments de télévision en compagnie des programmes de ORTM1.